L'Occident collectif a toujours utilisé les nazis ukrainiens comme un instrument contre la Russie. Ça a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale. Les collaborateurs nazis, qu'on célèbre aujourd'hui en Ukraine comme des héros nationaux, ont été utilisés par la CIA, le MI6 et d'autres services. C'étaient des gens respectés, malgré leur participation à l'Holocauste, au nettoyage ethnique, et ainsi de suite. L'an dernier, les États-Unis ont bombardé 7 pays. Oui. Et personne ne blâme toute la nation américaine. Personne ne leur impose de sanctions. Personne ne porte, vous savez, le fardeau des États-Unis. Et maintenant, c'est eux qui accueillent enfin, les États-Unis accueillent le football. Exactement. Oui, donc quand on compare, les États-Unis mènent, tu sais, une guerre contre l'Iran. C'est, tu vois, la même guerre illégale, avec des victimes civiles, y compris des enfants. On se souvient du bombardement de l'école, hein? Mais personne n'accuse toute la nation américaine. Oui, je veux dire le peuple du pays, pas le gouvernement. Les gens du pays, personne ne leur impose de sanctions. Personne ne dit qu'il y a quelque chose de mauvais chez eux, quelque chose dans leur sang, comme un virus, non? Ou dans leur gène, ou dans leur mentalité, vous voyez? Comme si quelque chose n'allait pas chez eux. Non, tout ça, c'est seulement à propos de la Russie. Les Russes sont traités comme des parias. Et c'est très dangereux, parce que c'est, vous savez, très proche de la façon dont on traitait la République de Weimar en Allemagne. Oui, et c'est dangereux, parce que quand on met une telle pression sur une nation et qu'on applique de tels doubles standards, ces gens peuvent finir par être, disons, profondément blessés ou révoltés par tout ça. Ils réclameraient une politique plus dure. Exactement, oui. C'est un point vraiment important et très juste. Et le professeur Mearsheimer, Sachs et d'autres, eh bien, on devrait les écouter parce qu'ils expliquent que toute la guerre en Ukraine, l'une des causes de cette guerre, vient de l'architecture de sécurité mise en place après la guerre froide, quand la Russie a été exclue, alors même qu'elle voulait faire partie de l'Union européenne, faire partie de l'OTAN. Elle a été exclue. Et maintenant, on répète la même erreur, alors que le monde civilisé ne fait rien. Les mêmes crimes de guerre, les mêmes crimes contre l'humanité, les enlèvements, les meurtres d'enfants, de civils, et ainsi de suite, bien sûr. Vous savez, je voudrais dire que de nos jours, les gens qui suivent cette affaire, cet incident à Monaco, l'attentat contre un oligarque ukrainien sanctionné par Zelensky, Vadim Yermolayev, eh bien, il a été sanctionné par Zelensky en 2023. Et il y a quoi, 3 semaines peut-être? Oui. Récemment, il a été victime d'un attentat dans son luxueux appartement à Monaco, avec sa famille, son fils et sa compagne. Et la personne soupçonnée d'avoir posé la bombe était une citoyenne ukrainienne, Anastasia Berezotska. Eh bien, devinez quoi? Récemment, on l'a retrouvée morte à Kiev, et les 2 personnes arrêtées sont des membres du service de sécurité ukrainien et du renseignement militaire ukrainien. Et maintenant, ils sont arrêtés. Au tribunal, leur avocat a déclaré qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres de leurs supérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Apparemment, les services de sécurité ukrainiens, qui relèvent directement du président Zelensky, auraient tenté de tuer un oligarque ukrainien. Selon certaines sources, cet homme préparait un rapport pour le Parlement européen sur la corruption en Ukraine. Donc, quand le président Zelensky organise des assassinats de ses rivaux politiques et impose des sanctions illégales et anticonstitutionnelles contre, vous savez, des figures de l'opposition, des journalistes, des blogueurs, c'est ça, une démocratie. Oui, c'est sa version de la démocratie. Exactement. Et si Poutine fait ça, c'est aussitôt la une partout, des gros titres en boucle sur l'autoritarisme, le tyran, le nouveau Hitler. Voilà.
Donc, on a 2 poids, 2 mesures. Oui, clairement, 2 poids, 2 mesures. On nous répète sans arrêt ces histoires de contes de fées sur la démocratie en Ukraine, la démocratie en Ukraine. Mais quelle démocratie, en fait, en Ukraine? Aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de dictature militaire en réalité. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est si important que des personnes comme vous aient une tribune, c'est parce que vous n'êtes pas... Enfin, évidemment, vous êtes ukrainienne. Vous avez de la famille en Ukraine. Mais vous n'êtes pas, comment dire... Je suis sûre qu'on vous traite souvent de ça, non? Une marionnette de Poutine ou une poutiniste. Mais les gens doivent comprendre que vous, votre famille, vous vivez les conséquences directes de cette politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile ici d'applaudir contre Poutine. C'est facile d'encourager les Ukrainiens à continuer le combat, peu importe. Mais eux ici, ils ne paient rien. Nous, on ne paie rien. C'est vous, parmi d'autres, qui en payez le prix, même si c'est moins lourd que pour ceux qui sont encore là-bas. Mais le fait est que, enfin, tu as dû fuir et tu as encore de la famille là-bas. Donc c'est vraiment, je pense, un rappel important que tout ça, au fond, c'est une question d'humanité. Si on se soucie de l'humanité et des droits humains, on veut mettre fin à la guerre, plutôt que simplement chercher à punir Poutine. Parce que tu vois, quand on met la priorité sur la punition, ceux qui en souffrent aussi, ce sont tous les gens en Ukraine. Et justement, je voulais te demander comment, toi, personnellement, tu as évolué sur tout ça. Comment ta position a changé sur Zelensky, sur cette guerre, sur ce qu'il faudrait faire, sur la manière de réagir à ce que fait Poutine. J'ai voté pour Zelensky en 2019 parce qu'il se présentait comme quelqu'un en dehors du système. Voilà. Et on en avait vraiment marre de ces oligarques corrompus, vous voyez. Poroshenko faisait partie de ces oligarques. Il changeait de camp tout le temps, sans arrêt. Et pour moi, la raison pour laquelle j'étais contre Poroshenko, c'est qu'il avait introduit ce concept d'armia mova vira, l'armée, la foi et la langue. Il se présentait comme un nationaliste pur et dur. Et moi, en tant que personne d'origine juive et polonaise, avec un fils russophone qui s'est fait maltraiter à la maternelle, puis à l'école parce qu'il parlait russe, en tant que personne qui a subi des attaques antisémites à répétition, j'espérais vraiment que ce type juif de Kryvyi Rog, russophone, qui n'avait jamais soutenu ce programme nationaliste, qu'il mènerait une politique de paix, vous voyez? Qui avait promis la paix, n'est-ce pas? Et puis enfin, on avait cette personne qui voulait mettre fin à la guerre, qui allait négocier avec Poutine. Il nous avait promis de tout faire pour arrêter cette guerre. J'ai vraiment cru qu'il appliquerait les accords de Minsk, qu'il comprenait mieux les habitants de Donetsk et la mentalité du Donbass que ceux de Galicie ou du centre de l'Ukraine. Parce que les gens de Galicie, là où j'ai grandi, en Ukraine de l'Ouest, se considèrent comme les vrais Ukrainiens, les vrais patriotes, les porteurs des vraies valeurs ukrainiennes. Et tous ceux du Donbass, eux, seraient à moitié russes, pas de vrais Ukrainiens. Ils seraient pro-russes parce qu'ils ont voté pour des candidats pro-russes, pour des partis pro-russes et qu'ils avaient beaucoup de liens avec les Russes. Et nous serions les vrais Européens, et ainsi de suite. Et j'étais la seule dans ma famille, en fait, à avoir voté pour Poroshenko. J'ai eu tellement de disputes avec mes amis et avec ma famille. J'ai même arrêté de parler à certains à cause de ce choix, de mon choix politique. J'ai même caché ma position politique parce que la région où je vivais était la seule dans toute l'Ukraine où Zelensky n'avait pas gagné l'élection. Dans ma région, c'est Poroshenko qui avait gagné. Mais quand les groupes d'extrême droite, Azov, Pravi Sector, ont commencé à le menacer ouvertement, alors qu'il était commandant en chef, tu vois, ils ont désobéi, ils l'ont menacé publiquement. Et il y a des vidéos de ça, hein? Et tu sais, Poroshenko,
pour gagner un peu de crédit politique, a commencé à soutenir cette extrême droite. Et Zelensky, lui, était terrifié. Mais je pense que Zelensky n'avait pas le choix, à cause aussi de la pression de l'Occident, parce que tout avait déjà été décidé à Washington et dans d'autres pays, pas en Ukraine. Oui, après 2014, tout se décidait en dehors de l'Ukraine. L'Ukraine est devenue un État client, un État marionnette de l'Occident. Toutes les décisions étaient prises à l'extérieur du pays. Le financement venait des pays occidentaux et tous les processus de décision, surtout ceux liés à la guerre, se faisaient hors d'Ukraine. C'est pour ça que je ne crois pas que Zelensky avait le pouvoir de changer quoi que ce soit. Et puis, il y a le facteur Zelensky lui-même. Il avait ce que nous, les Juifs, appelons la chutzpah, cette audace, cette assurance. Et la manière dont il s'est comporté avec Poutine a joué un rôle énorme. On l'a bien vu pendant la conférence de presse. Oui, c'était trop provocateur. Oui, il était vraiment méchant. Très provocateur parce qu'il savait qu'il avait le soutien des pays occidentaux. Oui, mais seulement dans un sens, oui. Parce que, comme vous l'avez dit, et comme l'a aussi soutenu Stephen Cohen, feu Stephen Cohen, les États-Unis et l'Occident auraient dû vraiment le soutenir face à la faction néo-nazie et à l'extrême droite. Mais ils ne s'en sont pas vraiment souciés, parce que les néo-nazis, c'était les nationalistes, ceux qui ne voulaient en aucun cas coopérer avec Poutine, n'est-ce pas? Donc ils n'y voyaient aucun avantage. Et en gros, ils l'ont laissé devenir une sorte de pion de la droite, de l'extrême droite. Je veux dire que l'Occident collectif, a toujours utilisé les nazis ukrainiens comme un instrument contre la Russie. Tout a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, quand des collaborateurs nazis, qui sont aujourd'hui célébrés en Ukraine comme des héros nationaux, les membres de l'OUN et de l'UPA, ont été utilisés par la CIA, le MI6 et d'autres agences. Ils ont été immédiatement employés contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Ils ont été formés par eux, ils ont été financés par eux, ils ont bénéficié d'un traitement spécial. On leur a donné, vous savez, des postes politiques, de bonnes positions en Occident, des positions respectées, et ils étaient considérés comme des gens respectables malgré leur participation à l'Holocauste, au nettoyage ethnique, et ainsi de suite. Et en gros, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la poursuite de cette politique. Ils savent très bien qui sont ces gens-là. Leur agenda est parfaitement clair. Et récemment, j'ai écrit un article intitulé « L'armée ukrainienne a un vrai problème avec les nazis » dans Responsible Statecraft, où j'ai cité pas tous, mais certains groupes militaires ukrainiens, en plus d'Azov et d'autres unités liées à Azov, qui utilisent des symboles nazis ou d'autres symboles de haine, comme le soleil noir, le Wolfsangel et d'autres, comme emblème officiel. Et personne ne s'en soucie. On a même des unités entières, comme le corps de volontaires allemand, dirigé par un néo-nazi allemand. Et eux, sur leur chaîne Telegram officielle, ils publient des hommages à Hitler, Goebbels, Himmler et d'autres hauts responsables nazis. Leurs chefs m'envoyaient sans arrêt des blagues bellicistes et aussi, tu sais, des blagues du type « marchand heureux » et d'autres blagues antisémites. J'ai écrit un article à ce sujet dans les médias allemands parce qu'au début, je croyais vraiment, et ils ont des liens avec le parti néo-nazi allemand, la Troisième Voie, je croyais vraiment que personne ne savait ça en Allemagne. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde sait ce qui se passe, simplement ils s'en fichent parce qu'ils les considèrent comme un instrument très utile. Parce qu'ils sont vraiment fanatiques. Ils sont pleins d'énergie, complètement surexcités et impatients d'en découdre. Tous les groupes d'extrême droite, ils ont soif de cette violence, tu vois. Ce sont, tu sais, un peu comme les Proud Boys ici.
On a vu ça, vous savez, le 4 juillet. Ils font partie d'un mouvement qui s'appelle la division misanthropique. Ils sont antisémites, ils sont anti-LGBT, ils sont très misogynes, ils sont racistes et tout ce genre de choses. Ils sont ouvertement xénophobes. Maintenant, ils ont développé tout un discours anti-immigrés, anti-roms et ainsi de suite. Parmi eux, certains ont participé à des crimes de haine en Ukraine, à des attaques contre des personnes LGBT. Des amis à moi, certains de mes amis, ont été visés par des tentatives de meurtre. Ils ont envoyé des menaces de mort à moi et à ma famille. Et personne ne s'en soucie. C'est pour ça que je ne peux pas compter, par exemple, sur la protection dans les pays européens. Je ne peux tout simplement pas m'y fier. Je n'y crois pas en Europe aujourd'hui, parce que les responsables politiques européens leur offrent une couverture politique totale. Et quand je vois des économistes, par exemple, ou le Washington Post ou d'autres médias respectés, leur donner une tribune sans même vérifier leur passé, ces types-là, vous savez, ce sont des néo-nazis de premier plan en Ukraine. Oui, aujourd'hui, ils sont considérés comme des commandants respectés grâce à un soutien massif de l'État, mais personne ne dit qui ils sont vraiment. On les célèbre comme des héros de guerre, comme des militants anti-russes, très actifs, des commandants, des héros. Et c'est une histoire vraiment, vraiment triste, parce que je pense qu'ils représentent une menace terroriste, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tout le continent.